Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors nous allons parler aujourd'hui du national-socialisme. Le national-socialisme d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors pourquoi le national-socialisme? Eh bien, tout simplement parce que c'est un sujet d'actualité. Alors, comme le nationalisme est devenu un gros mot, nous parlons de souverainisme social. Mais le souverainisme, c'est quoi? C'est le fait de vivre dans une nation souveraine, autonome, où chaque individu compte et vit en paix avec les autres individus composant cette nation. Alors donc le national-socialisme fut mis en place dans les années 30 en Allemagne, mais hélas, il fut usurpé par M. Adolf Hitler. Effectivement, le national-socialisme des frères Strasser, Grégoire et Otto Strasser, voire même de Röhn, n'a rien à voir avec ce que Hitler en fit. Hitler prit le pouvoir au sein du Parti des travailleurs allemands. Il prit le pouvoir pour le pouvoir et financé par la grande bourgeoisie allemande, mais également nord-américaine, avec Ford entre autres. Et pourquoi? Pour établir une dictature, pour protéger le grand capital contre le bolchevisme. Le bolchevisme qui était la grande peur de l'Occident. Le national-socialisme, ou le souverainisme social, si vous préférez, c'est tout simplement de vivre au sein d'une nation délimitée par des frontières, parce que c'est les frontières qui nous définissent. Elles nous définissent dans le sens où nous avons besoin pour nous identifier, pour nous connaître nous-mêmes quelque part, d'avoir des limites, des bornes. C'est ce qu'on appelle aussi en cartographie le bornage. Quand vous achetez une maison, vous avez bien un plan de géomètre qui va vous définir la frontière de chez vous et de pas chez vous. Un enfant a besoin de frontières, il faut le cadrer, il faut l'éduquer, ainsi que n'importe quel animal de compagnie. Votre chien a besoin de frontières. Il a besoin de délimitation qui va marquer son territoire. C'est la nation. Il arrivera sans doute un jour où les humains seront assez évolués, sages, pour vivre tous ensemble sur Terre, dans une seule et même nation. Sans doute lorsque nous aurons peut-être identifié d'autres êtres vivants, évolués dans l'espace. Alors nous nous définirons tous comme terriens vis-à-vis de l'autre, celui d'ailleurs. Donc, souverainisme, la nation. Et ensuite, le socialisme. Alors, le socialisme, c'est quoi? Avant tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes tous des individus sociaux. Nous sommes des animaux sociaux. Au sein d'une famille, un père de famille ne va pas s'accaparer la viande et laisser mourir de faim ses enfants. C'est plutôt le contraire. Les parents vont souvent se sacrifier pour leurs enfants. C'est l'évolution. Nous sommes profondément sociaux. Nous voulons le bonheur de nos proches. Donc, nous sommes tous socialistes. Là où peut-être des divergences vont apparaître, c'est dans la notion de capitalisme, la notion de bien, de propriété, de nationalisation, du rôle de l'État dans une société. Mais nous sommes tous national-socialistes. Nous avons tous besoin d'une nation où vivre, et nous sommes tous des animaux sociaux. Pour en revenir au passé et à Adolf Hitler,
un psychopathe qui fit se suicider sa propre nièce, avec qui il entretenait une relation tumultueuse. Sa propre nièce qui était amoureuse de son garde du corps, un de ses proches, Émile Maurice. Hitler était quelqu'un de profondément malade. Quelqu'un qui cherchait le pouvoir, une revanche sur la vie, et qui fit du mal en premier lieu à son propre peuple. L'hitlérisme fit interner pas moins de 2 millions d'Allemands. Les premières victimes de l'hitlérisme, ce sont les Allemands. Alors ensuite, nous allons évacuer tout de suite le problème de la Shoah et des chambres à gaz. Les nazis, au début, Hitler, le national-socialisme perverti par Hitler, avait plus pour objectif d'évacuer les ressortissants juifs vers un autre pays. D'ailleurs, le Bétard a défilé à Berlin dans les années 30, hein, en chemise brune, comme tout mouvement nationaliste de cette époque. Herzl, quand il a créé le sionisme, était un nationaliste, et pas un religieux, hein, il ne faut pas tout confondre. Donc les nazis, au début, ont proposé d'évacuer les juifs, et n'avaient rien contre le fait qu'Israël se crée. Il faut se rappeler que les sionistes ont proposé leur service au début, avant la solution finale, bien évidemment. Hein. Je rappelle aussi que la femme de Göring était une grande amie d'une grande famille juive commerçante de Berlin. Donc les sionistes ont collaboré, entre guillemets, avec les nazis pour évacuer peut-être, je crois, 100 000 juifs, contre de l'argent, bien évidemment, contre des machines-outils allemandes, vers Israël. Les sionistes ont proposé leur service contre l'ennemi commun qui était les Anglais à cette époque-là. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que le rapport Piketty explique comment le processus des chambres à gaz est apparu, comment l'extermination des non-productifs a eu lieu. Voilà, donc c'est historique. Voilà, donc, pour le problème des chambres à gaz, oui, les chambres à gaz ont existé, peut-être pas sous la forme industrielle que la religion de la Shoah veut nous faire croire, mais oui, les nazis ont exterminé des juifs. Mais pas que. Hein. Les tziganes, les communistes, les handicapés mentaux. Enfin, ils ont exterminé tous ceux qui ne rentraient pas dans le cadre de la race aryenne. Hitler, avant tout, n'était pas réellement un nationalisme dans le sens où son plan, son idée fut de créer une sorte de fédération des anglo-saxons. Hein, les anglo-saxons, donc les Angles historiquement qui viennent du Danemark, sud de la Suède, et les Saxons du nord de l'Allemagne, hein, le peuple anglo-saxon, les peuples anglo-saxons ont colonisé tout le nord de l'Europe, en Angleterre bien évidemment, les anglo-saxons, et ensuite en Amérique du Nord. Et Hitler avait comme rêve d'unifier tout ce peuple pour créer une sorte de confédération anglo-saxonne. Voilà, c'était quelque chose qu'il avait en tête, hein, une sorte de rêve malsain. Les Anglais ont refusé, les Américains encore plus, donc ensuite il s'est enfermé dans la guerre. Mais ce n'est pas le national-socialisme. Le national-socialisme dont je vous parle est celui d'Otto Strasser. Et Otto Strasser est très clair dans sa démonstration politique, il faut un contre-pouvoir. Il faut des contre-pouvoirs. Hein. Sinon, on tombe dans la dictature. Et Hitler, pour terminer sur Hitler, était un dictateur qui a mis en souffrance son propre peuple en premier lieu. Et ensuite, les autres, dont les Juifs, bien évidemment. Donc, nous voulons une nation souveraine. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir reprendre l'indépendance de notre pays, la France, vis-à-vis de cette entité étrange qu'est l'Europe. Étrange puisque c'est une entité qui n'est pas élue, c'est une entité bureaucratique qui crée des lois de manière pas abstraite, mais enfin qui ne prennent pas en considération la souffrance des peuples et le désir des peuples.
Donc il faut reprendre le pouvoir en France. Il y a différents partis politiques qui proposent un référendum, tout du moins, sur l'appartenance à l'Europe. Génération Frexit qui vient de se créer, Philippot, Onfray avec son journal, Dupont-Aignan, bon voilà, le Front National, c'est pas très clair, Mélenchon, c'est pas très clair, voilà, mais il faut se déterminer là-dessus. Donc il faut faire un front, il faut reprendre l'indépendance de notre nation, il faut recréer une nation, et pour pouvoir vivre ensemble, il faut avoir une culture commune. C'est extrêmement important. Pas une race commune. Nous ne sommes pas Israël. Alors là, je fais une petite parenthèse, puisque on a parlé des Juifs avec Hitler. Parlons 5 minutes d'Israël, parce que beaucoup d'identitaires se réfèrent à Israël comme étant une solution, ou tout de moins un exemple à suivre. Israël est le seul pays, la seule nation au monde où l'identité n'est pas une appartenance à un pays, mais à une religion. Et au-delà de religion, quasiment à une pseudo-race ou une pseudo-ethnie. Effectivement, en Israël, vous êtes israélien si vous êtes juif. Ou alors vous êtes israélien de seconde zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pays qui mélange religion, parce que être juif, c'est pratiquer la religion juive. Hein. Je le rappelle, ça paraît évident, mais c'est souvent peu clair. Être juif, c'est pratiquer la religion juive. Monsieur Bernard-Henri Lévy, je ne sais pas s'il est croyant, mais enfin, je ne l'ai jamais trop vu avec une kippa ou à la synagogue. S'il ne pratique pas le judaïsme, Monsieur Bernard-Henri Lévy n'est pas juif. Moi, personnellement, je ne suis pas chrétien car je ne pratique pas la religion chrétienne. Je ne vais pas à l'église et je ne crois pas en Dieu. Donc, je ne suis pas chrétien. Alors, je suis d'une culture chrétienne. Oui, comme Bernard-Henri Lévy est d'une culture, on va dire, juive. Mais il n'est pas juif. Vous n'êtes pas musulman si vous ne pratiquez pas la religion musulmane. Si vous ne suivez pas les préceptes de l'islam, vous n'êtes pas musulman. Mais en Israël, même si vous n'êtes pas croyant, il suffit de prouver que vous avez des parents juifs pour devenir israélien. C'est tout à fait étrange. Je pense qu'Israël devrait évoluer dans le sens où je suis tout à fait pour que Israël existe. Maintenant, de toute façon, ce pays est là. Il faut faire avec. Les Juifs ont droit d'avoir un pays. Enfin, les Juifs. C'est là, oui, c'est là l'ambiguïté. Les Israéliens ont droit d'avoir leur pays, Israël. Et le gouvernement israélien devrait arrêter de dire que n'importe quel individu du monde, s'il se réclame de la religion juive ou de la pseudo-race juive ou de la culture juive, par un ancêtre juif, normalement sa mère, hein, c'est comme ça qu'est transmis la pseudo-race juive, peut devenir israélien. Et israélien. C'est-à-dire que tous les juifs du monde sont, par défaut, israéliens. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Un juif chinois, oui, il y en a, un juif de confession, un chinois, pardon, de confession juive, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec un Israélien? Culturellement, rien. Si un Israélien athée et un Chinois se disant juif athée, si ça existe, quel est leur lien? Mais aucun. Aucun, il n'y a aucun lien. Donc, Israël doit se définir comme un pays où les habitants définissant la nation israélienne sont israéliens, pas par race, pas par religion, mais par le fait qu'ils désirent vivre culturellement au sein d'un pays qui s'appelle Israël. C'est le cas de la France. Moi, personnellement, je n'ai pas de sang français.
J'ai des parents européens, mais je ne suis pas je n'ai pas d'ancêtre français. Et pourtant, je me définis comme français, parce que j'ai été éduqué par la France, je suis né en France, j'ai été éduqué par la France, et surtout, et avant tout, parce que j'aime la France, j'aime la culture française, j'aime la langue française, et je me définis comme un Français. Donc, pour composer une nation, avant tout, il faut l'aimer. Il faut aimer sa culture. Alors, la culture est en évolution, hein, bien évidemment, mais il faut aimer sa culture, il faut aimer son passé, il faut respecter ses normes, il faut respecter ses frontières, nos frontières intérieures comme extérieures, qui définissent la nation. Et si des individus vivent dans ces préceptes, respectent ces règles, ces frontières internes et externes, alors un espace de paix peut exister. Et à ce moment-là, nous devons nous aimer en tant que compatriotes. Nous devons pouvoir vivre ensemble. Si aujourd'hui nous ne pouvons plus vivre ensemble, c'est que l'équilibre est rompu. La nation est rompue. La France n'est plus une nation. La France n'appartient plus à ces individus. Elle appartient à quelque chose de flou, de vague, une fédération européenne, une culture plus ou moins européenne, avec du financement étranger, c'est très vague. Et c'est pour ça que nous sommes mal à l'aise et que nous sommes profondément malheureux. Donc il faut redéfinir la nation française. Et aujourd'hui, parler de national-socialisme a du sens. Nous parlons de souverainisme parce que nous nous référons à Hitler. Mais il faut arrêter de se référer à Hitler. Hitler est une erreur. Hitler n'est pas le national-socialisme. Hitler est un dictateur, fut un dictateur mis en place par le capitalisme, on va dire, la grande bourgeoisie industrielle allemande, nord-américaine, voire anglaise, pour combattre le bolchevisme, qui était la grande crainte de cette époque. Hein. Il faut se rappeler les événements des guerres qu'il y avait de rue, hein, les batailles rangées, etc. Alors, ce n'est pas sans nous rappeler ce qui se passe aujourd'hui, avec les antifascistes se proclamant du bolchevisme, notamment par exemple aux États-Unis, à Portland. Il y a une ressemblance très étrange. Un nouveau Hitler va venir vendre son rêve, vendre du rêve aux gens, alimenter la haine qui est en train de naître, la haine des autres, par des biais tout à fait étranges, comme l'antiracisme, l'écologie, la haine de son pays. C'est un hitlérisme inversé, mais qui aboutira à la même chose, à une dictature sans contre-pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour demain, pour créer le nouveau national-socialisme de demain? Alors déjà, il faut essayer de se référer au texte existant, à Otto Strasser, à ce qu'il a défini. Je ne vais pas ici tout expliquer, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais enfin, en quelques lignes, comprenez bien d'abord le concept de nation, du vivre ensemble, qui n'est pas un concept racial, même s'il faut un équilibre ethnique. Hein, on ne peut pas transformer la France sur quelques années ou dizaines d'années, parce que ça va à l'encontre de l'évolution même. Ça perturbe, ça choque et ça crée des conflits. Peut-être que la France, d'ici 100 ans, sera musulmane, peut-être. Mais si ça se fait dans une progression, voilà, ça s'appelle l'évolution. Moi, j'ai rien contre. Tant que c'est fait avec l'accord des individus qui composent la nation. Donc, que pouvons-nous faire? D'abord, reprendre le pouvoir, éventuellement sortir de l'Europe, ou changer l'Europe profondément, une Europe des nations, mais pas une Europe transnationale. Moi, si je vais demain en Allemagne, je veux voir des Allemands qui parlent allemand, je veux me baigner dans leur culture. Si je vais au Portugal, je veux voir des Portugais, me baigner dans leur culture. Et en France, je veux être dans la culture française, la mienne, celle que j'aime. Donc, il faut redéfinir les nations.
les frontières. Et ensuite, le socialisme. Alors, le national-socialisme d'Otto Strasser, c'est quoi? C'est tout simplement que les individus reprennent le contrôle de leur destinée, dans le sens où qu'un État doit servir ces individus et pas des lobbies extérieurs, financiers ou autres, industriels, pharmaceutiques. L'État est au service des individus. L'État, c'est nous. Alors, la première des choses, à mon sens, c'est d'arrêter le système démocratique tel qu'il est aujourd'hui, qui n'a aucun sens. Plus aucun sens. C'est une mascarade. Je veux dire, c'est le plus riche. Pourquoi Trump a réussi à être président? C'est tout simplement parce qu'il est riche. Il est riche. Alors, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est un autre débat. Mais le fait est, s'il a pu s'imposer, c'est parce qu'il a de l'argent et qu'il peut faire du marketing, il peut faire de la publicité, il peut acheter, entre guillemets, son électorat. Mais les autres font pareil. Hein. Biden, c'est la même chose, en pire même, peut-être. Mais est-ce cela la politique? Le plus riche qui peut gagner? Non, ce n'est pas la politique. C'est du capitalisme. Donc, à quoi cela sert? Eh bien, arrêtons les élections au sens propre, défigurées telles qu'elles sont aujourd'hui. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Il faut faire un référendum, il faut faire une prise de pouvoir électorale, et ensuite, on va mettre en place un système peut-être du tirage au sort. Bon, il y a beaucoup de choses à l'étude, etc. Pourquoi pas remettre Louis XX au pouvoir, pas au pouvoir exécutif, dans un pouvoir représentatif. Représentant de la nation, représentant du royaume de France, pourquoi pas? Ou un autre système. Moi, je n'ai pas une idée arrêtée là-dessus, mais les élections ne servent plus à rien. Il faut faire des élections locales, mais ensuite des tirages au sort, et ensuite créer un conseil des sages, hein, incluant des chercheurs, des philosophes, etc. Il faut aussi, ce conseil des sages serait un contre-pouvoir au roi, par exemple, et également au peuple, aux ministres élus, au tirage au sort. Et tout cela doit pouvoir s'équilibrer. Pouvoir s'équilibrer où l'individu décide, par référendum, mais également par ce tirage au sort. Il y a de nombreuses possibilités. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est important à mon sens, pour que ce système puisse marcher, il faut un contre-pouvoir, il faut des contre-pouvoirs, arrêter cette mascarade d'élections totalement délirante où le plus riche va gagner, ça n'a aucun sens, ce n'est pas de la démocratie, c'est du marketing. Donc voilà, il faut arrêter cela, reprendre le contrôle de l'individu, de nos frontières, de notre nation, et ensuite, il faut définir ce qu'est une nation. Une nation, c'est un territoire défini par des frontières qui doit appartenir à ces individus. Donc ce territoire doit être, on va dire, normalement accessible à tous. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous n'avez pas hérité ou acheté une maison il y a 30 ans ou un appartement pour le revendre, etc., mais le prix de l'immobilier est totalement délirant. Vous allez vous endetter sur 30 ans pour essayer d'acquérir un appartement. À quoi ça sert? Ça n'a aucun sens. Alors soyons des locataires. Que l'État possède la terre. Et nous, êtres humains de passage sur cette planète, soyons des locataires. Alors moi, je ne suis pas pour l'égalité, je suis pour l'équité. Il y aura des gens toujours meilleurs que d'autres, plus brillants, plus intelligents, plus grands, plus forts. Il n'y a pas des... C'est un mensonge de dire que l'égalité est possible. Ce n'est pas le cas. Mais on peut être équitable. Et on peut contrôler la spéculation, pour que chacun puisse avoir un endroit où vivre, accessible, peu cher, et vivre dans la dignité. Bah ça, pour moi, c'est primordial. Mais bon, c'est complexe, c'est à débattre, c'est à discuter, c'est à mettre en place et à réfléchir. La deuxième chose est le contrôle de l'État sur les entreprises. Comment se fait-il que des entreprises aient plus de réserves financières que certains pays? C'est pas possible. Quelque chose ne va pas. Une entreprise ne doit pas pouvoir décider au nom du bien de ses rentiers, de ses actionnaires,
ne peut pas décider de licencier 2000 personnes parce qu'elle va aller, je ne sais pas, en Roumanie ou en Asie pour payer moins cher ses ouvriers. Cette entreprise appartient à l'État. Enfin, appartient aux individus qui la composent, à ses travailleurs. Donc l'État doit protéger cela et avoir des participations au sein de toute grande entreprise afin d'arrêter cette possibilité de fuite financière. Une entreprise ne peut pas, Renault, n'importe quelle ou autre, je veux dire, n'importe quelle entreprise privée, ne peut pas décider sur un claquement de doigts, parce que ses actionnaires le veulent, pour avoir plus d'argent, plus de rente, de licencier des gens et de partir. Cela n'est plus ce n'est pas possible. Il faut que l'État protège la richesse de la nation. Une entreprise est une richesse qui appartient à ses individus. La première des richesses est l'humain. Ça semble évident, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le rendement qui est devenu le moteur du monde. Il faut du rendement, des statistiques, des chiffres. Il faut plus de rendement, plus de bénéfices. Mais où est le bonheur? Où est le simple bonheur dans cette histoire? Il a disparu. Et si les gens ne peuvent plus vivre dans un espace de paix, dans une nation, avec je veux dire, un accès à un habitat correct dans la dignité, s'ils n'ont plus de travail, le travail qui façonne notre vie, car nous sommes des êtres collectifs, sociaux, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de participer à cette construction collective. Si vous enlevez tout cela aux individus, que va-t-il se passer? Un nouvel Hitler va arriver, prendre comme bouc émissaire je ne sais qui, vendre du rêve à ces malheureux qui vont s'engouffrer dans la haine et dans la violence. Est-ce cela que nous voulons? Non. Alors, nous pouvons changer notre destin. Il suffit de le vouloir et de le comprendre. Donc le national-socialisme de demain doit être quelque chose de collectif avec des contre-pouvoirs, un nouveau système politique, la 6e République, pourquoi pas un roi, afin d'être le représentant de la nation et du peuple, un guide, mais sans aucun pouvoir exécutif, juste un représentant, un symbole, un système de sélection par tirage au sort, un ministère tiré au sort, ensuite un cabinet de sages, un collectif de sages, afin d'aider, de professionnels, de financiers, de scientifiques, de banquiers, d'industriels, et une armée, bien évidemment, et une police au service du peuple. Il faut refaire le service national. Chaque individu doit participer à la défense de sa nation. Nous ne pouvons pas déléguer ça à un petit groupe qui a tendance, comme c'est humain, s'il n'y a plus de contre-pouvoir, à agir pour son propre bien. C'est humain. Donner du pouvoir à quelqu'un, à n'importe quel individu, s'il n'y a pas un contre-pouvoir, il devient très facile d'en abuser. Nous sommes faibles par nature, nous ne sommes pas, ou peut-être quelques-uns d'entre nous, mais la majorité dont je fais partie, nous sommes des êtres faibles, corruptibles et faibles, et allant toujours vers la facilité. Donc le national-socialisme est et doit être revu, modernisé et se détacher totalement des erreurs du passé de Hitler, qui n'était pas national-socialiste. Il n'était pas nationaliste dans le sens où lui voulait une confédération aryenne, anglo-saxonne du monde, basée sur du racisme, sur du suprémacisme racial. Il n'était pas non plus socialiste. Il défendait le capitalisme. Hitler s'est enrichi en vendant Mein Kampf. Est-ce que vous le savez? Hitler est devenu extrêmement riche.
tout le monde en Allemagne, tout le monde a dû acheter ce livre. Chaque famille a dû acheter un exemplaire. Cet argent a été dans sa poche. Hitler était un capitaliste. Donc arrêtez il faut de nouveau pouvoir parler de national-socialisme, voilà, souverainisme social si vous voulez, sans être condamné aux erreurs du passé. Et je le répète, une nation n'est pas basée sur la race. C'est une erreur, c'est ce que Israël fait, et c'est une erreur. Alors, on va parler 2 secondes des Juifs, parce que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, pensent qu'ils contrôlent le monde, que le sionisme est derrière tout, que Soros est sioniste, etc. etc. Donc, une petite parenthèse. Alors, on va repartir à l'origine du problème de Jésus, qu'il existait ou pas, c'est pas très grave, dans le sens où c'est ce qui a été créé par la suite qui est important. Donc Jésus était sans doute de race sémite, on suppose, s'il a existé, mais il n'était pas juif, puisqu'il a inventé une nouvelle religion. Il n'était pas juif. Jésus était chrétien. Alors, Jésus était une sorte de révolutionnaire qui va à l'encontre du judaïsme pharisien de l'époque, qui veut ouvrir à tout le monde, partager, présenter son Père Dieu comme accessible à tous, bon, une sorte de révolutionnaire presque communiste. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque le christianisme s'est répandu et s'est développé, c'est un phénomène incroyable. Incroyable. Donc les Juifs qui après furent plus ou moins dispersés après la dernière révolution contre Rome, après la destruction du Second Temple, l'élite juive a été dispersée, parce que le petit peuple, lui, n'est pas dispersé, mais l'élite fut dispersée, etc., dans l'Empire romain et à Rome notamment. Mais que voulez-vous que les Juifs fassent face à une telle extension du christianisme, notamment ensuite au Moyen-Âge? Il y a eu, pour les Juifs, une réaction de défense vis-à-vis du succès du christianisme. Il faut le comprendre. N'importe quelle minorité doit se défendre pour survivre. Donc les Juifs sont devenus un peu extrémistes, dans le sens où il y a eu, au-delà de la Torah, le Talmud, qui sont des règles, et ensuite la Kabbale au XIVe siècle. Je veux dire, tout ça, ce sont des contre-réactions. Ensuite, l'empire khazar, l'empire juif khazar, à la fin de l'empire, à la fin de cet empire, il y a eu à peu près 6-7 millions de juifs dispersés dans les pays de l'Est, en Russie notamment. Mais ils se sont définis par opposition aux chrétiens, aux orthodoxes. Alors, comment faire pour se définir? Eh bien, on va dans la caricature même. On devient une caricature. C'est une contre-réaction. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France, dans les banlieues, avec la 2e, 3e, 4e génération des Maghrébins, des Nord-Africains, qui revendiquent un drapeau algérien. Mais ils n'ont jamais vécu en Algérie, ils ne savent pas ce que c'est que l'Algérie. Mais par contre-réaction, ils vont se dire algériens et ainsi de suite. C'est quelque chose de normal, et c'est comme ça que les Juifs ont fait, se sont définis. Et c'est dans la caricature ensuite que l'Église chrétienne a été les persécutée comme tueurs d'enfants ou je ne sais quoi. Il y a des bons Juifs et des mauvais Juifs, comme il y a des bons chrétiens et des mauvais chrétiens, certes. Mais c'est une contre-réaction. Alors maintenant, ensuite, le fait d'avoir été choisi comme bouc émissaire, c'est normal, c'est toujours la minorité. Je veux dire, quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir au Cambodge, ils ont tout de suite exécuté la minorité vietnamienne. Ce fut un génocide. Tout était de la faute de la minorité vietnamienne, de l'étranger. Souvent le commerçant, puisque un étranger n'accède pas à la terre, ou difficilement. Donc il fait du commerce, des métiers de l'argent, des métiers d'artisanat, les bijoux. Ben, c'était la même chose avec les Juifs. C'est donc des contre-réactions. Mais les Juifs ne contrôlent pas le monde. Les plus grandes banques du monde, HSBC, c'est une banque de Hong Kong.
La Chine, la deuxième puissance mondiale, n'est pas contrôlée par Israël. Donc, quand Herzl a créé le sionisme en contre-réaction à tous ces problèmes-là, il a dit, c'est pas possible, nous devons avoir un pays où vivre. Oui, les Israéliens doivent avoir un pays où vivre. C'est exact, mais comme les Palestiniens. Comme les Palestiniens. Eux aussi doivent vivre chez eux dans la dignité. Bon, je ferme cette parenthèse qui est importante parce qu'aujourd'hui, il y a encore une confusion, notamment avec Soros et les mondialistes et les sionistes. Alors, soyez précis. Soyez précis. Soros n'est pas un sioniste. Soros n'est pas un sioniste. Soros est un mondialiste, dans le sens où il veut, il est transnational, il veut un monde commun, ouvert, une planète, un marché global, etc. Il est dans son open society. Mais ce qui est en soi défendable, hein, je veux dire, Soros ne tue pas des petits-enfants la nuit en sacrifice. Hein. On veut tous la paix, mais les moyens d'y arriver sont totalement différents. Quand vous êtes milliardaire, c'est facile d'être open society. Soros, à New York, à Paris, à Berlin, à Singapour, il vit dans des palaces. Lui, il n'a pas de problème. Quand vous êtes milliardaire ou millionnaire ou extrêmement riche, vous n'avez pas de problème. Vous êtes mondialiste. Vous êtes transnational. Parce que vous avez un espace de paix mondial. L'argent vous protège. Mais le petit peuple, lui, il faut bien qu'il s'accroche à son territoire, à sa nation, c'est tout ce qu'il a. Bon, je ferme la parenthèse sur ce problème-là. Et la vidéo va s'arrêter. Je suis à la fin. J'espère que vous avez compris que le national-socialisme doit être détaché de l'hitlérisme, qui fut une erreur, quelque chose qui n'a rien à voir en réalité avec le national-socialisme, le souverainisme social, si vous préférez. Il faut vraiment arrêter. La nation est ce qui nous définit, nous le peuple, nous les petits gens, nous les pauvres. Nous avons besoin de notre espace, de notre territoire, de notre culture où nous pouvons vivre ensemble. Et ce n'est pas racial, je le répète. La France n'est pas une race. Hein, la France n'est pas une race. Vous allez à Lille et à Marseille, je ne parle même pas des nouvelles générations d'immigration, mais je parle même il y a 60 ans. Un Lillois et un Marseillais, c'est deux mentalités assez différentes, des physiques différents. Mais ce qui nous unit tous, c'est la nation française, la République française, si vous préférez, ou le royaume français. Ce qui va nous définir tous, c'est une langue avant tout, une culture générale, des choses communes, une histoire, et la volonté de vivre ensemble. Donc ça, c'est la nation. Nous avons besoin de nation. Pas pour aller faire la guerre aux autres, pour nous définir à travers des frontières physiques comme mentales. Nous avons besoin de bornes, nous avons besoin de bornage pour nous définir et nous créer en tant qu'individus collectifs. Et ensuite, le socialisme. Nous sommes tous socialistes. Nous voulons tous vivre et partager avec ceux que nous aimons. Le problème aujourd'hui, c'est que la nation est devenue tellement vague, c'est un concept tellement loin de ce qu'il devrait être, c'est que les gens saillissent entre générations. Il y a des clivages sociaux. Le bobo parisien n'aime pas le banlieusard, le beauf, le redneck français, c'est un idiot. Vous comprenez? Il y a du racisme intersocial. Par quoi? Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a plus de concept de nation. Moi, je vis dans un petit pays, le Cambodge. Mais au Cambodge, les gens sont tous cambodgiens. Ils sont tous fiers d'appartenir à la nation cambodgienne. Les gens vivent entre 5 et 6 générations dans une maison. Les arrière-grands-parents, les grands-parents, les petits, les deuxièmes nouvelles générations. Tous ensemble, ils partagent la même culture. Les jeunes n'écoutent pas de musique américaine. Très peu.
Ils écoutent de la musique traditionnelle ou du hip-hop, du pop local. Ils ont une culture commune. Ils ont le sentiment d'être un peuple. Et pas ethnique, parce qu'il y a des mélanges au Cambodge. Il y a eu des mélanges chinois, des mélanges vietnamiens, thaïlandais, il y a eu des influences, même s'il y a une ethnie locale, oui. Mais ils ont le sentiment d'être un peuple et d'appartenir à la même nation. C'est ce que nous avons perdu, nous, en France. C'est pour ça que nous nous haïssons. Je ne parle même pas des États-Unis. Les États-Unis, c'est un cas totalement fou. Il faudrait une vidéo rien que pour parler de ça. Mais la France, reprenons notre nation, qui est de culture chrétienne, oui, qui est d'ethnie européenne, oui, mais qui ouvre la porte aux autres s'ils intègrent cette volonté commune du vivre ensemble, de partager la langue française, la culture française. J'en suis un exemple. Je n'ai aucune goutte de sang français. Je suis de culture protestante, du nord de l'Europe. Et pourtant, je suis prêt à défendre l'idée du catholicisme français. Je suis prêt à défendre l'histoire française. J'ai aucun ancêtre français. Je suis prêt à me battre pour ces valeurs et à les défendre. Pourquoi? Mais tout simplement parce que j'embrasse cette culture. Je parle en français, je réfléchis en français. Ce n'est pas ma langue maternelle, c'est ma langue intellectuelle, c'est ma langue spirituelle. Si vous embrassez la culture française, vous devenez français. Et vous la défendrez. Ce n'est pas une question de race. Même s'il faut un équilibre. La France ne peut pas devenir un pays africain. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc il faut un équilibre à toute chose. Il ne faut pas aller à l'encontre du bon sens. Donc redéfinissons notre nation, soyons fiers d'être français. Après, nous pourrons vivre ensemble, sereinement et dans l'amour. Et à ce moment-là, nous pourrons devenir socialistes. Nous n'aurons plus peur de notre voisin. Nous n'aurons plus peur de l'autre, puisque nous ferons tous partie de la même nation. Alors, nous pourrons partager sereinement. Au Cambodge, et j'en termine là-dessus, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de chômage. Mais pourtant, les gens sont heureux. Il n'y a pas énormément de pauvres, il n'y a pas énormément de SDF. Il y en a moins qu'en France. Pourtant, c'est un pays pauvre. Pourquoi? Parce que les gens s'entraident. Les gens s'entraident. Si quelqu'un tombe malade, toute la famille participe. Il n'y a pas d'égoïsme de classe. Les riches, s'il y a un accident de la route, si le plus riche est en tort, c'est pas grave, il va payer pour tout le monde. Même si c'est une infraction allant à l'encontre du code de la route. Ça s'appelle le bon sens. Alors, dans les limites du raisonnable, bien évidemment, mais ça s'appelle le bon sens. Ça s'appelle vivre ensemble. Le plus riche aide le plus pauvre. Personne meurt dans la rue. En France, les SDF sont totalement délaissés. On compte trop sur l'État-provident. Il y a eu une infantilisation. En Europe, nous sommes devenus des enfants. Nous avons peur de la mort, nous avons peur du virus, nous avons peur de tout. Nous avons peur de vivre ensemble. Donc arrêtons. Arrêtons d'avoir peur. Reprenons le contrôle de notre nation. Redevenons français, ce beau pays. Recréons cette nation qui doit appartenir à ces individus. Être français, ce n'est pas être un blanc d'une race particulière, c'est aimer la culture française. C'est ça, être français. Et aimer et la chérir. Et c'est la seule vérité. Nous devons chérir et aimer notre nation.
parler la même langue, partager les mêmes désirs du vivre ensemble, basés sur la culture française, sur son histoire, son présent et son futur. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, en espérant qu'elle a pu vous apporter quelques éclairages nouveaux sur le concept de national-socialisme revu et mis à jour. Merci et à bientôt.